Bonjour, bonjour. Alors on se retrouve pour un nouveau livre, un livre qui a fait parler de lui en fin d'année dernière, à l'automne 2024. Moi je l'ai lu en début d'année là. Et puis je m'étais dit quand même qu'il fallait quand même que je voie ce qu'avait à nous dire l'auteur sur des sujets qui sont d'actualité, des sujets importants, des sujets politiques et de société. Et donc, ce livre, je l'ai emprunté. Je l'ai plus aujourd'hui, mais j'ai pris un tas de notes pour pouvoir vous soumettre des idées, des exemples, des notes. Et donc, ce livre, c'est Mémoricide, Mémoricide de Philippe de Villiers. Donc, il est sorti chez Fayard en octobre 2024. C'est un livre d'une bonne taille, qui fait à peu près 350 pages, et qui donc a pour but de nous parler de la France, un instantané de la France 2024. Alors, il y a plusieurs thèmes qui sont chers à Philippe de Villiers. Un petit rappel, Philippe de Villiers, pour les gens qui ne le connaissent pas ou qui l'ont oublié, même si c'est difficile parce qu'il est quand même très présent. En plus, il a plusieurs casquettes. Il est politicien. Il a été politicien, il ne l'est plus vraiment aujourd'hui. Il est écrivain. Il est aujourd'hui chroniqueur sur une chaîne d'infos, sur CNews, et il est aussi le fondateur du parc du Puy du Fou. Il est connu beaucoup pour cette réussite incroyable du Puy du Fou, un très gros succès de distraction populaire. Et en plus de ça, il a donc son positionnement idéologique de droite, d'homme politique de droite, et il en fait un livre aujourd'hui. C'est pas son premier, même si je crois, moi je l'ai pas lu, mais il me semble qu'il a écrit des romans historiques. Mais en tout cas pour ses œuvres politiques de société, ça n'est pas son premier ouvrage. Et là, avec ce néologisme mémoricide, qui est pas mal trouvé d'ailleurs, un crime contre la mémoire générale, c'est une bonne thématique, et ce sera la thématique du livre. Pour cet ouvrage, Philippe de Villiers, il essaye de nous parler des thématiques suivantes: du déclin de la France, du déclassement de la France qui a perdu son aura, qui a perdu sa douceur de vivre également. Il nous parle aussi beaucoup du wokisme, un danger qui vient d'outre-Atlantique, comme tout le monde le sait maintenant, des États-Unis, qui s'est propagé un peu partout dans le monde occidental, y compris en Grande-Bretagne, en France, dans d'autres pays d'Europe. Et il va aussi nous parler, dans son livre, de l'islamisation du pays, des risques encourus par la France, qui est un ventre mou, d'après Philippe de Villiers, et qui se laisse facilement conquérir, envahir, transformer. Et donc voilà la thématique, globalement, les thématiques de Philippe de Villiers dans ce livre Mémoricide. J'ai un peu hésité avant de le lire, parce que, alors même si je le dis tout de suite en préambule, moi j'aime bien Philippe de Villiers. Il fait partie de ces personnalités politiques qu'on écoute. C'est un ancien homme politique, comme je le disais tout à l'heure. C'est un érudit. On le sent tout de suite. La manière dont il parle, la manière dont il argumente ses propos, beaucoup de citations historiques, beaucoup de références historiques. Et donc j'aime bien sa manière d'amener ces sujets. Après, il a un côté un peu vieille France qui peut déranger des gens, j'ai déjà entendu ça. Côté un peu particulier, je pense que c'est l'aristocratie qui fait ça, certainement. Moi, je ne lui reproche pas, il a son style qui est bien identifiable. On le reconnaît tout de suite avec un phrasé particulier. Voilà, on reconnaît Philippe de Villiers quand il arrive quelque part et quand on l'écoute. Au-delà de certaines divergences, qui sont quand même assez importantes, je reviendrai dessus plus tard, qui séparent son analyse et l'analyse que je pourrais avoir des problématiques de la France, globalement, je suis plutôt d'accord avec Philippe de Villiers sur beaucoup de thèmes qu'il aborde, sur l'analyse qu'il a de la société française d'aujourd'hui. Après, il y a des divergences quand même importantes. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Donc voilà,
je pars avec un bon a priori. Maintenant, quand on connaît pas mal l'actualité, qu'on la suit, ou en tout cas qu'on est au courant de la tendance générale, on peut hésiter parfois à se lancer dans une lecture qui pourrait être redondante par rapport à ce qu'on sait déjà, ce qu'on connaît, quand on a un suivi précis, pas forcément minutieux, mais assez précis de l'actualité. Bon, bah voilà, on a emmagasiné des thèmes, on a une vision des choses, on a entendu des témoignages, on en a lu d'autres, et on se dit encore un nouveau témoignage. Mais bon, c'est Philippe de Villiers, une personnalité importante. Je me suis dit, je vais quand même me lancer dans son livre. Je pense pas que je passerai un mauvais moment. J'avais parcouru, et non pas lu quelques-uns de ses ouvrages. J'avais vu qu'il avait une plume agréable. Je me suis dit, ce sera quand même un bon moment. Donc le livre va être articulé de plusieurs manières. Il y a un découpage particulier. Il va nous parler de plein de thématiques différentes qui lui sont chères, qui l'ont marqué, des thèmes qu'il considère comme essentiels dans l'actualité de la France et qui représentent vraiment les problématiques auxquelles notre pays est confronté depuis plusieurs décennies et qui s'accélèrent avec les quelques années qui se sont écoulées dernièrement. Alors il va nous parler des JO, de l'organisation des Jeux Olympiques de l'année dernière. Il va nous parler de la fameuse cérémonie d'ouverture à tendance woke qui voulait déstructurer totalement l'histoire de France, qui n'a pas plu du tout à Philippe de Villiers. Je ne reviens pas sur ce sujet, il en parle assez longuement au début, ça représente un chapitre ou deux, je ne sais plus, et toujours est-il qu'il décortique tout cela en nous expliquant globalement tout ce qui a fédéré globalement les gens de droite après cette cérémonie d'ouverture. Le wokisme extrêmement marqué sur cette cérémonie des JO, c'est tout, mais pas grand-chose d'autre à dire. Il va nous parler de Macron, du président Macron, des élites politiques, des élites culturelles, qui globalement se moquent complètement du peuple historique. Il va nous parler de l'Europe, de la volonté que peut avoir l'Europe, mais que peuvent aussi avoir ces élites politiques, à détruire les racines de l'Europe, les racines identitaires. Il va nous parler également ensuite, dans une bonne partie du livre, ça fait partie des thématiques chères à De Villiers, de la soumission globale de l'Europe, mais aussi particulièrement, parce que c'est son sujet, de la France à l'islam et au code que globalement les nouveaux arrivants, c'est comme ça qu'il les nomme, que ce soit des clandestins, des migrants comme on dit maintenant, des gens installés depuis plusieurs générations, cette volonté du fait du nombre de changer, de transformer la société française chrétienne avec des codes de vie bien particuliers, qui d'ailleurs parfois sont des codes éloignés de la chrétienté. On peut prendre l'exemple, je crois que De Villiers n'en parle pas, mais un bon exemple, celui des mini-jupes en France, avec les années 60, Marie Quant qui invente la mini-jupe, cette créatrice anglaise, la mini-jupe qui déferle sur le monde, et aussi sur la France, qui n'est donc pas un code chrétien, qui est bien un code proprement occidental, et qui donc est menacé par des tenues vestimentaires religieuses, rigoureuses, telles que les préconise l'islam. Donc voilà, on est sur des thématiques comme celle-ci. Il va nous parler aussi de la chute du christianisme, et d'une sorte de laïcisme vide, c'est comme ça qu'il le nomme, qui s'engouffre dans la brèche d'une place laissée vide, d'une sorte de nihilisme généralisé, et qui remplace les valeurs chrétiennes, et qui n'aboutissent finalement à pas grand-chose, si ce n'est une déstructuration de la société française. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure un peu plus longuement, sur justement cette vision très chrétienne des choses de Philippe de Villiers, qui est un homme croyant. Pour ceux qui ont déjà vu ma chaîne, pour ceux qui ont déjà suivi plusieurs de mes vidéos, ils auront compris que je suis un athée convaincu. Ça vous donne un indice sur ce que je vais dire après, sur cette partie qui parle de la chrétienté dans le livre de Villiers. Alors, ensuite, le livre nous donne aussi à lire de nombreux exemples historiques qui concernent la France,
des moments de bascule dans l'histoire de France, de grands moments, pourrait-on dire, des moments historiques vraiment importants. On va nous évoquer, De Villiers va nous évoquer la bataille de Bouvines, le règne de Philippe Auguste, l'ascension de Jeanne d'Arc, son rôle essentiel dans la cohésion française. Il va nous parler de Saint-Louis, alors là c'est un peu avant Jeanne d'Arc bien sûr, je le dis dans le désordre, hein. Et puis il va nous parler de l'occupation pendant la Seconde Guerre mondiale, et il va aussi nous parler beaucoup de la Vendée et du génocide vendéen pendant la Révolution française, et il va essayer donc de revenir, il revient assez longuement sur le génocide vendéen pour nous donner à réfléchir sur la capacité que la Vendée a eu à survivre, à rebondir, et donc voilà, c'est un exemple. Alors il est vendéen, Philippe de Villiers, et ça a beaucoup d'importance pour lui. Et évidemment, il cite ça en exemple pour trouver des solutions, pour donner de l'espoir au lecteur et se dire voilà, rien n'est perdu, regardez la Vendée, regardez ce qu'on est devenu, un département très dynamique, économiquement parlant, assez sécurisé, même si tout cela change partout en France. Et donc voilà, il estime que c'est un exemple à suivre. Il débat longuement là-dessus, c'est d'ailleurs assez intéressant. Et ensuite, il nous donne des solutions. Alors, ça c'est un point intéressant parce que c'est peut-être ce que je pourrais reprocher globalement au livre de Villiers, c'est qu'il n'y a pas énormément de solutions d'aborder. Philippe de Villiers nous décortique avec beaucoup d'intelligence, avec un style de grande qualité littéraire, la société française, l'état désastreux dans lequel est la France en ce moment, que ce soit économiquement parlant, d'un point de vue sécuritaire, d'un point de vue de l'éducation. Il parle aussi de l'éducation nationale. Et c'est très bien dépeint, c'est très bien écrit. On sent l'amour de la France, l'amour de la civilisation occidentale dans les propos de Philippe de Villiers, c'est indiscutable. On sent que cet homme est amoureux de la France, tout comme moi je peux l'être. J'apprécie mon pays, sa civilisation, ce qu'on en a fait, où on en est arrivé. Et globalement, j'aimerais bien effectivement que les acquis positifs ne se dissipent pas dans la marée woke, dans la marée immigrationniste. C'est vrai que ce serait plaisant de conserver tout ce qui était positif. Donc Philippe de Villiers le dit avec son cœur, il en parle vraiment beaucoup. Et c'est très bien écrit, c'est plaisant à lire. Et il nous donne une solution tout de même, à la fin du livre, une solution, je ne sais pas si je vous révèle ça tout de suite ou si je garde ça pour plus tard, je vais peut-être garder ça pour plus tard, et vous citer quelques exemples. Alors j'ai plus le livre en main, parce que c'était un prêt, mais j'ai fait pas mal de notes, je vais vous citer pas mal d'exemples de ce que De Villiers veut nous transmettre et des informations intéressantes. Alors, il va nous parler évidemment beaucoup d'Emmanuel Macron, du président de la République, parce qu'il est en désaccord total avec Emmanuel Macron, et il ne se prive pas pour nous donner des exemples. Pourquoi il est en désaccord, où le bas blesse avec Emmanuel Macron, et quelle est la stratégie globalement voulue par Emmanuel Macron, par les partis qui le suivent. Donc je vais vous citer un exemple que j'ai trouvé intéressant, où il parle d'Emmanuel Macron, il parle de son erreur de jugement, une erreur initiale sur ce qu'est la France, sur ce qu'est l'avenir d'un pays, sur comment devrait être surveillé l'avenir d'un pays. Donc voilà ce que nous dit Philippe de Villiers. Alors c'est entrecoupé, j'ai essayé de faire des petites coupes, mais ça se tient très bien. Voilà ce que, pendant un chapitre, ce qu'il nous raconte sur Macron. Il vient du monde des anywhere, qui n'a que mépris dédaigneux pour le monde des somewhere. Des expressions qui sont reprises aujourd'hui dans les médias. Nulle part contre quelque part. Il est la figure éponyme de la bourgeoisie mondialisée qui s'en prend au beauf, au modèle du pavillon avec jardin, au duo des Bodins, au virilisme du barbecue.
Il incarne le progressisme élitaire des Honeyware. Il triture la société en cherchant à faire de la France un laboratoire planétaire de la diversité. Il dynamite tous les liens. Il touche à la mort, à la vie, à la transmission, à la filiation. Il est le mot tradition. Il veut tout inverser, changer de paradigme, entre guillemets, sont les mots de Macron. Comme il le confie pompeusement dans ses leçons de la Sorbonne. En d'autres termes, il eût rêvé d'être alchimiste, avec ses cornues pour transformer le plomb en or. Le problème, c'est qu'il a fait le contraire. Il a plombé son mandat avec une dissolution hasardeuse. Donc voilà, là il charge bien, le livre a été écrit après la dissolution, il nous dresse le tableau de Macron, de ce qu'il pense, quelqu'un qui n'est pas enraciné, qui ne souhaite pas l'être, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est sans doute autre chose, lui-même, un gouvernement mondial, voilà ce que nous laisse envisager Philippe de Villiers. En tout cas, certainement pas une tradition qui freinerait son ascension, qui freinerait son idéologie diversitaire et d'ouverture au monde. En fait, plutôt de destruction de nations, pour une civilisation mélangée. Donc, il poursuit notre ami de Villiers. Témoin de ces histoires, cette rencontre au Kazakhstan, devant des étudiants alors qu'il était interrogé sur son avenir, sa réponse fut celle d'un aspirant à la mobilité qui, changeant de barreau, veut changer d'échelle. On eût dit un réparateur de photocopieuses ou un commercial de chez Super U. Donc là, il nous cite Emmanuel Macron qu'on interroge sur savoir qu'est-ce qu'il fera après son mandat de président. Après, je ferai tout autre chose. Tout autre chose. Changer de rayon. Quand on est chef de l'État, on ne fait pas tout autre chose après. Car un ancien président incarne, pour la vie, quelque chose du pays qui appartient à la décence commune. Emmanuel Macron parle comme un Américain des Grands Lacs. Je fais le job, entre guillemets. Il préfère au monde des déplorables le monde des winners. Derrière le job, entre guillemets, élyséen, il enrichit le curriculum vitae. Après le passage par la banque, il y aura un autre job. On n'est plus dans la fonction, on est dans le business. Plus loin, Philippe de Villiers poursuit. Il sautille, il tressaute, il se laisse enivrer par la logorée chronique. Il me donne l'impression de ne pas avoir mûri. Il est de plus en plus virevoltant, immature, il n'est pas fini. Démoulé trop tôt. Toujours attiré par l'extravagance, il vit dans le caprice. Il veut un jouet, il l'achète. Il joue avec, il le brise. Parce qu'il aperçoit et qu'il convoite un autre jouet. C'est un président qui gouverne une France de la toquade, de la foucade, une France célibataire. L'horizon de Macron, c'est Macron. Donc voilà, quelques exemples. Il y en a beaucoup d'autres, je vous en citer d'autres après. Sur Macron. Et sur sa présentation, évidemment, on retrouve Philippe de Villiers, qui n'est pas un macroniste, loin s'en faut, et on le sent, mais il a besoin de le dire, il a besoin de l'argumenter. Il l'argumente plutôt bien, il nous donne beaucoup d'exemples, et évidemment, il n'a pas du tout confiance en cet homme. Il n'est pas d'accord avec l'avenir que réserve Macron, ou des gens comme lui, à la France, aux nations en général, et il le fait savoir dans Mémoricide. Après, Philippe de Villiers, il a l'honnêteté de dire qu'il s'est trompé sur Emmanuel Macron. Et en réalité, je suis quand même assez surpris, j'ai été assez surpris. Pour tout dire, je l'avais déjà entendu raconter cela, Philippe de Villiers. Mais il le met sur le papier, il le couche dans son livre, et il explique son erreur initiale à propos de Macron, donc je vais vous citer ça. Ils se rencontrent, ils se connaissent plus ou moins, et ils se causent au début du mandat. Voilà un peu ce que nous dit Philippe de Villiers de quelques entrevues qu'ils ont eues. Donc là, ils parlent ils parlent tous les deux essentiellement de l'immigration. C'est aussi le sens du mantra répété souvent par Emmanuel Macron. Ouvrez les guillemets. L'immigration est une chance pour la France. Fermez les guillemets. C'est un mensonge. Je me souviens de mes premières conversations avec lui. Il me questionnait sur les grandes lacunes du politique, avec un grand P, et sur ce qui répondait, selon moi, à une urgence. J'ai martelé avec force
Deux points, ouvrez les guillemets. Urgence vitale. On arrête les compteurs, on débranche. La marée montante migratoire. Emmanuel, il faut enrayer la spirale dans les premiers mois de votre présidence. Après, il sera trop tard. La réponse d'Emmanuel Macron m'étonna par sa fermeté. Deux points, ouvrez les guillemets. Philippe, vous avez raison. Je suis conscient de la gravité de l'enjeu. Notre classe politique a perdu pied. Elle n'écoute plus la plainte qui monte. Fermez les guillemets. Il inclinait à penser que peut-être, il serait déjà trop tard. Il avait le visage courroucé. Il accusait François Hollande. Je me suis dit en un instant, deux points, ouvrez les guillemets, voilà un jeune homme qui a l'esprit lucide et qui a l'air intrépide. Fermez les guillemets. Une mouche volait, il y eut un silence. Je le regardais, il macérait. Il serrait les dents et les poings. C'était César au bord du Rubicon. Il grattait le sabot. Brigitte ponctuait d'un sourire crispé. Deux points, ouvrez les guillemets. On va faire le ménage, cher Philippe. Point de suspension. Fermez les guillemets. La souffleuse accompagnait l'acteur en lui faisant écho d'une moue éloquente. Il y avait quelque chose dans cette résolution de Marmoréen. Je les ai crus. Quand je repense à ce dialogue, je m'en veux, je lui en veux. Moi, je pourrais presque dire que j'en veux à Philippe de Villiers. Je ne comprends pas qu'un homme aussi intelligent, c'est ce qu'il nous semble être, aussi lucide, tirant des bilans clairs et donc lucides sur la société française, ait pu tomber dans un piège pareil en se disant Emmanuel Macron, c'est le sauveur de la France. Enfin, il sortait quand même du gouvernement Hollande. On avait déjà la vision de Macron, on avait eu ses discours politiques, on avait eu sa désinvolture quant au port du voile, quant à la culture française qui n'existe pas, quant au fait qu'en France, il voyait toutes les nationalités mélangées sauf les Français. Et Philippe de Villiers est tombé quand même dans le panneau. Je suis très étonné. En même temps, bon, il est courageux de le dire et c'est très honnête de sa part, donc je trouve que c'est bien. Mais je reste étonné. Je ne comprends pas comment on a pu tomber dans le panneau à ce point-là avec Emmanuel Macron. Mais c'est quand même très honnête de la part de Philippe de Villiers de le dire, de reconnaître une erreur. Une erreur qui, évidemment, il est quand même astucieux, met en avant cette tromperie d'Emmanuel Macron. Donc il appuie aussi là-dessus, sans doute pour nous mettre, nous lancer en plein visage cette supercherie, cette fourberie dont est capable Emmanuel Macron. Et là, il nous parle également de Brigitte, qui lui souffle son texte. Donc voilà, en fait, il nous fait cette analyse sur Macron. Macron est très présent dans le livre, c'est bien normal, c'est le président de la République, c'est sur lui qu'on se reporte quand il y a un souci. C'est lui qui forme les gouvernements, c'est lui qui dirige la politique du pays. Évidemment, c'est la cible de prédilection pour quelqu'un qui veut faire un constat sur le drame que vit la France depuis une trentaine d'années, une quarantaine d'années. Je vais vous citer un autre exemple. Notre ami de Villiers nous parle il nous dresse le bilan de la France d'aujourd'hui et il essaye de nous séparer la France en plusieurs groupes pour nous donner à réfléchir et nous dire voilà, il y a une France comme ceci, comme cela, comme cela. Lui, il distingue trois groupes, et je vais vous citer un raccourci de ce passage où il nous parle de ces trois groupes qui se disputent la France. On peut dire ça comme ça. Il y a bien une France éclatée. On pourrait distinguer trois pays dans le même, qui ne s'écoutent plus, qui ne se comprennent plus, qui ne vivent plus du même principe. Il y a d'abord la France de la créolisation, l'expression est de Mélenchon. C'est une France qui veut changer de France. On garde l'hexagone, la toponymie, le territoire, mais on le créolise pour faire surgir un peuple neuf, qui débarque, installe ses pénates avec ses mœurs nouvelles, sa manière d'habiter le monde ainsi transplantée. Et dans une vision révolutionnaire, on tente de faire vivre ensemble la femme grillagée, les burkas, et l'homme enceint, le wokisme, l'islamisme ancestral et le wokisme radical. C'est ça que c'est la première vision de la France que nous donne Dieu Villiers. Évidemment, c'est beaucoup plus développé dans le livre. Moi, je vous ai cité quelques phrases pour faire une synthèse. Second groupe qu'il distingue en France. Ensuite, il y a la France de l'ubérisation. C'est une France qui est pensée comme un business model, une application mobile, une plateforme mondialisée, disruptée. La Startup Nation de la Macronie. On la regarde et on la traite comme un agglomérat d'agents économiques interchangeables,
substituable, où plus rien n'est sédentaire. Tout est échange, tout s'échange. C'est une France du virtuel, du nomade, de l'homme qui zappe, qui répugne à l'ancienne France trop stable, qui rêve d'un peuple de l'instant, ubérisé, bigarré, mondialisé. On y préfère Manhattan à Rocamadour. Donc ça, c'est la France de Macron qui nous dépeint. La France aussi des grandes villes. Et évidemment, ça n'est pas un hasard quand on regarde le résultat des cartes électorales, que ce soit présidentielle, législative, européenne. Il y a vraiment une distinction nette entre la France de la campagne et la France des grosses villes, voire même maintenant des petites villes. Globalement, dans les petites villes et dans les grosses villes, on vote Macron ou Mélenchon. Il ne faut pas sous-estimer le grignotage électoral de Mélenchon. On n'a qu'à regarder la carte de Paris, comment ça a progressé en quelques années, le vote mélenchoniste. Évidemment, c'est très inquiétant. On n'a pas envie d'avoir des antisémites notoires qui gouvernent la France. Et on a cette séparation avec la campagne, avec les toutes petites villes de France, mais plutôt les villages. Plutôt les villages que les villes, parce que même, je vous dis, les petites villes commencent à s'uniformiser, à voter Macron ou Mélenchon et à ne pas voter RN ou Reconquête ou je ne sais pas, un autre parti alternatif. Donc voilà, là, il y a bien cette France où un homme remplace un autre. Et là, on rejoint les thèses de Renaud Camus, l'intellectuel écrivain, qui évidemment nous parle de remplacisme global, avec tout est remplaçable, un homme est remplaçable, on peut tout substituer à tout. C'est globalement la France d'Emmanuel Macron, du leadership européen, de ce qu'on a envie d'imposer dans le but de la destruction identitaire, la destruction des nations. Un Allemand vaut un Turc qui vaut un Congolais, qui vaut un Français. Tout se mélange et chacune des particularités de la culture de ces hommes peut se remplacer, se mélanger. C'est une destruction globale de toutes les particularités. À ce rythme-là, on veut évidemment détruire aussi bien le peuple dogon que le breton, que le bavarois ou un habitant de Toscane. Tout est confondu, tout est détruit, il n'y a plus de particularité. C'est un génocide culturel et c'est le fameux mémoricide, finalement, de Philippe de Villiers. Il y a un troisième groupe qu'il nous cite. Donc voilà, encore une fois, ce sont des phrases extraites. Enfin, il y a la France de la tradition, la France des rescapés, de l'esprit français. C'est la France qui honore et qui chérit le dépôt. Une France débitrice, délestée de ses héritages, qui implore pour qu'on garde encore la maison quelque temps et que les derniers Français soient épargnés par une expiation morale et même physique. C'est une France qui a peur, qui a faim, qui veut sauver son patrimoine, qui répugne à changer de voisin. Donc là, on a les trois Frances de Philippe de Villiers. C'est un constat juste, hein, moi je le fais également. J'avais parlé dans une de mes vidéos il y a un moment de ça, je parle pas souvent strictement politique. J'ai pas forcément envie d'attaquer l'angle stricto sensu politique, mais j'avais fait quelques vidéos où je parlais un peu de politique, et j'avais voulu dépeindre les catégories de Français d'aujourd'hui. Moi j'ajouterais qu'il y a aussi la France des abstentionnistes, qui est quand même considérable. Hein. On a 30 à 40% d'abstention, voire 50% d'abstention dans les votes. Et cette France-là, on a donc l'impression qu'elle ne s'exprime pas, qu'elle est totalement désabusée. On peut la comprendre, mais c'est une France du je m'en foutisme en réalité. Elle est désabusée. Et encore une fois, je dis, je peux bien le comprendre. Mais toujours est-il qu'elle ne s'exprime pas. Donc on ne sait pas si elle va pencher du côté des gilets jaunes, si elle va pencher du côté des européistes, si elle penche du côté des mélenchonistes ou des identitaires. C'est un peu le flou. Et je pense qu'il ne faut pas la négliger. Alors sans doute que chez les gilets jaunes, il y avait pas mal d'abstentionnistes. C'est peut-être la France des gilets jaunes. En réalité, ça n'est pas impossible. Bien qu'à l'époque des Gilets jaunes, au tout début, quand on allait sur les ronds-points, et je l'ai fait, on entendait parler du RN, on entendait parler de l'extrême gauche, en tout cas de la gauche. Il y avait un mélange. Mais il y avait aussi beaucoup de gens qui expliquaient ne plus croire en la politique et qui ne votaient pas. Ça, c'est des choses qu'on a pu entendre. Donc cette France, elle n'est pas à négliger, cette France qui ne vote pas. C'est aussi en grande partie la France qui souffre le plus. La France des campagnes,
Il y a aussi une partie de la France, de la Nouvelle-France, des populations ici de l'immigration qui ne votent pas, mais elle va se réduire parce que quelqu'un comme Mélenchon essaye de faire la chasse pour obtenir de plus en plus de voix de cette part de France-là. C'est pas pour rien qu'il la flatte régulièrement. Et donc il faut être prudent avec cette quatrième partie de la France que ne cite pas Philippe de Villiers. Alors, je vais vous parler d'autres choses. Il nous fait des constats. Philippe de Villiers, il nous parle évidemment de ses craintes concernant la France, l'avenir de la France. Il nous parle des risques avec le remplacement culturel, le remplacement civilisationnel, le remplacement religieux. Parce qu'encore une fois, on a affaire à un homme qui est religieux, qui croit en Dieu, qui est catholique, et il nous parle de l'islam et de l'islamisation du pays. Donc je vous cite un exemple sur globalement un constat, des solutions avancées, il nous fait un bon diagnostic, et moi je pourrais peut-être estimer qu'il peut y avoir des erreurs dans les solutions avancées par De Villiers. Voilà, je vous cite un petit exemple. Aujourd'hui, l'assimilation à l'école se fait à l'envers. L'enseignement halal, c'est l'expression qu'il emploie, s'impose. On instruit des petits citoyens charia compatibles. On forme des dhimmis. Donc des dhimmis, un statut particulier à l'islam. En terre d'islam, quand il y a une autre civilisation, d'autres religions, des catholiques, des juifs, ils peuvent vivre en terre d'islam, mais ils sont soumis à des conditions restrictives de liberté, d'expression, ils payent des impôts, ça s'appelle la dhimmitude, c'est pour ça qu'il nous parle de dhimmi. Il y a donc deux sociétés qui abritent un antagonisme fondamental entre deux civilisations difficilement miscibles, l'arabo-musulmane et la christiano-occidentale. Face à ce péril qui monte, il faudrait imaginer une grande politique de recivilisation française. Elle passerait par le retour de la frontière pour arrêter les flux migratoires. Elle passerait par une laïcité amoureuse. On n'arrête pas une lame de feu avec des codes et des valeurs de la République. Et l'athéisme d'État. On ne peut inverser l'élan qu'avec une civilisation qui touche les âmes. Un autre feu ardent qui embrase. Est-il encore temps de refranciser les territoires perdus? C'est pourtant le seul choix qui nous reste. Alors je fais une petite pause, je continuerai après sur d'autres diagnostics que fait De Villiers. Donc là, je reprends sa dernière phrase, il nous dit « c'est pourtant le seul choix qui nous reste ». Alors, je ne sais pas, Philippe de Villiers, si je ne me trompe pas, il a soutenu Éric Zemmour, candidat au présidentiel, avec Reconquête. Et Éric Zemmour lui apportait d'autres solutions. En tout cas, il l'a soutenu, il était présent au moins sur quelques meetings. Et Éric Zemmour apporte d'autres solutions. Il apporte la solution de la remigration, comme Renaud Camus. La remigration consisterait à dire à des gens issus de l'immigration, qu'elles soient de dernière génération ou plus anciennes, de leur dire calmement, sans bellicisme, si la société française, ses valeurs, ses codes, la manière dont elle compte mener sa civilisation ne vous convient pas, il faut repartir, il faut aller vivre dans un pays où la civilisation vous convient et où elle vous apporte tout le bonheur qu'il soit. Ça s'appelle la remigration. Donc, notre ami Philippe de Villiers n'en parle pas du tout dans son livre. Il ne l'évoque pas. Pourtant, il a soutenu un candidat qui évoquait la remigration. Il peut avoir soutenu Éric Zemmour sans être totalement en accord avec l'ensemble de sa politique et des idées politiques qu'il avait pour la France, pour la présidentielle. C'est une possibilité. Mais je m'arrête là-dessus parce que quand il nous dit c'est pourtant le seul choix qui nous reste, la refrancisation des territoires perdus, oui, mais comment? Par quels moyens? C'est-à-dire soit c'est un moyen législatif qui impose quelque chose, mais on ne peut pas tout imposer. Éric Zemmour, par exemple, il propose, contrairement à Marine Le Pen, contrairement au RN, il propose l'interdiction des signes religieux ostentatoires, le port du voile, et je crois même qu'il inclut la kippa dans l'espace public. Donc il veut interdire tout ça. Tout comme il veut interdire la viande rituelle. Alors ça, c'est législatif, on pourrait éventuellement se dire, voilà, on va essayer de le faire.
Après, on va être confronté à un problème majeur. C'est-à-dire que où mettons la différence entre un voile islamique, on ne parle pas à la limite d'une burqa, mais même une burqa, une abaya, ce serait discutable. Mais où on va mettre la différence entre un voile et quelqu'un qui va se couvrir les cheveux? Déjà, ça commence à être compliqué. Et il y a un autre point crucial que Zemmour nous a martelé, pour les gens qui l'ont écouté assez souvent, c'est le nombre. C'est-à-dire quand il y a un nombre conséquent de population à un endroit, eh bien c'est difficile de les faire changer. On n'a pas ce problème qu'avec les arabo-musulmans. Pour les gens qui ont vécu dans des grandes villes, comme Paris, on sait que les communautés chinoises, par exemple, qui s'étaient installées depuis longtemps, qui ne causent pas véritablement de problème à la société française, mais qui s'intègrent, qui travaillent. Toujours est-il que ces communautés essayent de se regrouper dans des quartiers, c'est pour ça qu'on a des quartiers chinois, comme il y en a aux États-Unis, à San Francisco, à Los Angeles, un peu partout. Toutes les grandes villes américaines ont leur mini Chinatown. On a ça aussi à Paris. Et finalement, ces gens reproduisent une communauté et ils en sortent difficilement. Alors après, c'est toujours une question de curseur et de code. Les Asiatiques n'ont pas de code, en France en tout cas, n'ont pas de code vestimentaire particulier. De par leur religion, le bouddhisme, qui n'est pas ostentatoire et qui est plus spirituel qu'autre chose, n'impose pas quoi que ce soit. Ils n'ont pas d'interdit alimentaire, donc voilà, il n'y a pas tout ça. Donc le bagage à accepter est beaucoup moins lourd. Mais quand le bagage est plus lourd, eh bien, c'est difficile de s'en séparer quand le nombre est là et qu'il est pesant sur un territoire. Donc quand Philippe de Villiers nous dit refranciser les territoires perdus, je pense que c'est une illusion. Par la force, mais pas par la législation. Donc il ne va pas jusque-là. Est-ce qu'il se restreint? Est-ce qu'il est... c'est un chrétien, n'oublions pas. Est-ce qu'il est universaliste au point de vouloir, si ce n'est christianiser les populations d'autres religions qui viennent en France, à minima les laïciser totalement? Peut-être. Mais maintenant, c'est pas une solution qui donne. Moi, je crains que la solution ne soit pas dans ce genre de propos. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc je vais continuer avec un autre exemple sur cette thématique-là. Donc je reprends des explications un peu plus loin des propos de Philippe de Villiers. J'ose le dire, il faut que nous attirions vers nous les nouveaux venus, et que nous leur donnions envie de nous ressembler. Non pas dans l'hédonisme et le nihilisme, mais dans l'exaltation commune de notre patrimoine vital. Bon voilà, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit avant. Je pense qu'il est un peu dans l'illusion. Plus loin, il nous dit: il y a un djihad guerrier, on le connaît, on le voit, on le craint, on le traque. Mais il y a aussi un djihad pacifique. Il est bien plus dangereux. On ne le voit pas, on ne le craint pas, il est à l'œuvre. Il a été théorisé par le défunt télécoraniste Al-Qaradawi, qui a annoncé la couleur. Deux points, ouvrez les guillemets. Nous avons quitté l'Occident. Nous allons y revenir. Cette fois-ci, non plus sous la forme d'une guerre armée, mais par le prosélytisme conquérant. Fermez les guillemets. Plus loin. Ils ont 3 armes pour réussir. D'abord le nombre. La grande bascule de la natalité différentielle change au fil des jours, les équilibres et les rapports de force. En 2070, le peuple historique français sera minoritaire chez lui. Ensuite, ils ont les soutiens, la 5e colonne, la Mélenchonie, qui croit trouver en leur compagnie un nouveau vivier électoral. Un lumpen prolétariat de substitution. À cette fin, la noria islamo-wokiste opère une jonction idéologique improbable entre les territoires perdus de la République des illettrés, les quartiers souverains et les territoires conquis de la République des lettres, l'université. Ces militants subversifs de l'intersectionnalité qui entendent décoloniser la France font un double pari. Ils misent sur l'avenir démographique et sur l'avenir de l'intelligence. C'est la tenaille de l'université qui décivilise et des quartiers qui recivilisent. La 3e arme, c'est l'état de droit. La toge et l'hermine apportent leur concours en pratiquant, sans le savoir, l'aphorisme de Royer-Collard. 2 points, ouvrez les guillemets. Les révolutions commencent toujours avec les juristes. Elles se terminent toujours sans eux. Fermez les guillemets. Tous les concepts
juridiquement consacrés par les cours suprêmes de minorité, de non-discrimination, d'inclusivité, contribuent à effacer la distinction entre le citoyen et l'étranger, et partant à dissoudre la nation et sa prééminence. L'Occident consomme ce poison avec délice et pourrait en mourir. Alors voilà, donc là, dans cette partie, il revient quand même sur des éléments que j'avais avancés tout à l'heure, sauf que De Villiers, il ne passe pas le cap d'aller trop loin en expliquant qu'il faut faire autre chose que de refranciser et de partager, nous dit-il, l'exaltation commune de notre patrimoine vital. Il faut attirer les nouveaux venus comme ça, non pas dans l'hédonisme mais le nihilisme. Alors, je suis d'accord avec lui, hein, on ne doit pas être à 100% hédoniste, dans son interprétation en tout cas du XXIe siècle, c'est-à-dire jouisseur du jour qui vient. On ne doit pas non plus être totalement nihiliste, mais ça ne suffit pas, parce que lui-même l'évoque plus loin, il y a la problématique du nombre. On ne peut pas lutter contre un raz-de-marée migratoire, civilisationnel, quand on parle de millions de personnes. Lui-même avance la bascule migratoire, c'est-à-dire le moment où les Français dits de souche, depuis de nombreuses générations, seront dépassés par les Français issus de pays européens ou, pour le coup, extra-européens. C'est là qu'est le problème, apportant une civilisation qui n'a rien à voir avec celle de l'Europe historique ou de la France historique. Mais, encore une fois, il ne va pas sur la problématique de la remigration et de trancher dans le lard, comme on pourrait dire, en disant non, voilà, il y a plein d'autres solutions. Il ne peut pas y avoir de trop-plein migratoire, il ne peut pas y avoir de trop-plein de population. À partir d'un certain nombre, on ne peut plus rien contrôler. C'est terminé, c'est comme un tsunami, un raz-de-marée qui s'avance, il est au loin, on le voit arriver, la lague est lointaine. Alors il y a d'abord eu le tremblement de terre sous-marin, et puis la vague est lointaine, elle avance, et puis elle gonfle. Et on a beau avoir toutes les constructions en béton qu'on veut sur la plage, tout est emporté par le raz-de-marée. C'est la même chose, c'est un raz-de-marée civilisationnel migratoire. Et là, notre ami Philippe de Villiers, il n'avance pas, à mon goût, des solutions assez fortes. Et d'ailleurs, je reviendrai là-dessus après, parce qu'il donne d'autres solutions. Il nous parle quand même effectivement de ce gouvernement des juges. Il nous parle voilà, de la troisième arme, c'est l'état de droit, dit-il. La toge et l'hermine apportent leur concours. Et évidemment, on en a encore la preuve aujourd'hui même, enfin, au jour où j'enregistre cette vidéo, parce que on vient d'apprendre que Marine Le Pen était inéligible. Et donc voilà, encore une fois, on pourrait parler de prise de pouvoir des juges pour globalement diriger la société comme elle le souhaite. Donc évidemment, il y a ces problématiques-là. Philippe de Villiers nous parle d'autres problèmes, hein, il ne nous parle pas que des problèmes migratoires, il nous parle de l'éducation nationale, il nous parle du nihilisme généralisé, de la société de consommation qui ne jouit plus qu'à la société de consommation ubérisée, qui ne jouit plus qu'à consommer dans l'immédiateté, à obtenir une satisfaction permanente et immédiate en réalité. Et qu'effectivement, de son point de vue, ça n'est pas une solution pour tenir une société, une civilisation. C'est en quoi je le rejoins, j'ai rien contre l'hédonisme. Bien dosé, c'est une bonne manière de vivre. Maintenant, être totalement dans le nihilisme ou le je m'en foutisme de ce qui s'est passé avant, de ce qui se passera après, évidemment que c'est contribuer directement et indirectement à la fin d'un monde, à la fin d'une civilisation. Et c'est bien légitime de s'en préoccuper. Donc il ne nous parle pas que de Macron ou que de l'islam, même si Macron est toujours un peu dans l'ombre de tous ces sujets. Il nous parle aussi du trafic de drogue, donc le narcotrafic, et je vais vous citer un exemple de ce que nous dit Philippe de Villiers à ce sujet. La cartélisation progressive, c'est le mot utilisé par la police. Elle passe par l'implantation de réseaux criminels. En France, aujourd'hui, 240 000 personnes vivent directement ou indirectement du trafic de stupéfiants, avec une desserte de 3 000 points de deal et la ruralisation récente du narcotrafic. Le licenciement pour faute professionnelle y porte désormais un nom spécifique, le narcomicide.
Le marché de la drogue connaît aujourd'hui l'explosion simultanée de l'offre et de la demande. Le chiffre d'affaires est de 6 milliards d'euros. Et il y a 5 millions de consommateurs de cannabis. La question qui se pose est simple. La France est-elle en train de devenir un narco-État? Ce qui caractérise un narco-État sont 3 traits communs majeurs. D'abord, ce dernier se joue des frontières. Anvers et Rotterdam sont les 2 portes d'entrée pour l'importation des stupéfiants. 200 tonnes de cocaïne transitent par les 2 ports des 2 pays, d'ailleurs eux-mêmes déjà classés narco-État par le Fonds monétaire international. Ensuite, le narco-État ubérise ses réseaux criminels. Nous y sommes. Enfin, le narco-État prospère sur un marché de masse qui s'appuie sur la banalisation de la consommation. Il y a aujourd'hui 600 000 usagers de la cocaïne, la mer monte, les élites croisent les bras et prêtent la main. On feint d'ignorer, d'après la légalisation du cannabis, il faudra légaliser les autres drogues que vend le crime organisé, l'héroïne, la cocaïne, l'ecstasy. Je reviendrai après là-dessus. Donc voilà, un sujet majeur pour la France de demain, la France déjà d'aujourd'hui. On n'a qu'à regarder nos amis américains, dans quel état ils sont. Je ne sais pas si Trump pourra faire grand-chose. Le problème de la drogue est tellement massif. Évidemment, il y a l'implantation des cartels, il y a le trafic international, il y a les Chinois qui commencent à se mêler, de fabriquer des composants du fentanyl pour fournir le marché américain. Et effectivement, la drogue douce n'est plus un problème aux États-Unis. Évidemment, c'est une boutade, ça l'est, mais c'est la drogue dure. La cocaïne, l'héroïne, les produits de synthèse comme le fentanyl, les faux médicaments, c'est une catastrophe sans nom. Les États-Unis sont dans un puits, ils sont au fond du puits. Pourront-ils remonter à la surface? Ça paraît très compliqué. On pense à Flashback, le roman de Dan Simmons, qui nous dépeint cette addiction à la drogue. Et évidemment, la France, l'Europe, a plongé. On n'a qu'à voir cette consommation de cocaïne qui explose. Cette banalisation voulue par une certaine intelligentsia du cannabis, qui pendant des années a insisté pour nous qualifier le cannabis de drogue douce, sans tenir compte de la progression je crois que c'est le taux de THC, hein, moi je suis ni consommateur ni spécialiste de cannabis, donc j'ai pas une idée arrêtée totalement fiable sur le sujet, mais j'ai quelques échos, donc je crois que c'est le taux de THC, la concentration de cette molécule qui renforce la nocivité du cannabis. J'ai entendu un spécialiste des addictions, un addictologue il n'y a pas très longtemps, qui justement refusait, un addictologue assez médiatique, qui refusait de parler de drogue douce pour le cannabis. Il était catégorique. Il disait, moi je ne veux plus entendre parler de drogue douce. Alors imaginez la cocaïne, l'héroïne plus tard, les drogues de synthèse comme le fentanyl. Je crois qu'il y a un réseau de fentanyl, un petit réseau qui a été trouvé en Bretagne l'année dernière, c'était la première fois en France. Donc voilà, on est dans cette dynamique de consommation de drogue, et globalement, toujours une volonté assumée de beaucoup de gens de gauche, de dépénaliser tout ça. On voit que la dépénalisation fait du mal, aussi bien au Canada où on a dépénalisé le cannabis, où on consomme de plus en plus, les consommateurs sont de plus en plus nombreux, ou en Oregon, ce fameux État américain sur la côte ouest, au-dessus de la Californie, où on avait tout dépénalisé. Cocaïne, héroïne, drogue de synthèse, et ils sont revenus en arrière, si ma mémoire est bonne, parce que c'était une catastrophe, sans nom. Donc voilà, on est dans une problématique, et Philippe de Villiers évoque le problème de la drogue et la ruralité, et c'est pas faux. Moi, il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps que ça, je sais plus ce que je faisais, je prenais peut-être des photos, enfin, je me souviens pas, j'étais sur un pont dans une petite ville de province, toute petite, minuscule, et j'attendais un bon moment pour la lumière, je prenais des photos. Et il y a un jeune qui est venu auprès de moi, là, et il s'est exprimé d'une manière bizarre. Il m'a dit « Vous voulez quelque chose, monsieur? Vous attendez quelque chose ?» Et j'ai pas mis plus de quelques secondes, il a insisté, il me dit « Mais faut le dire si vous voulez quelque chose. » Et je suis convaincu qu'il voulait me fourguer de la drogue. Ça devait être un point de deal. C'est évident. Et on était en pleine campagne. Donc c'est sûr qu'on a des anecdotes personnelles comme ça qui relèvent du pur hasard. Évidemment que c'est un véritable souci. Donc il s'attache à nous expliquer que
que la drogue, il ne faut pas négliger ce problème. C'est en train de déconnecter une grande partie des Français d'une réalité. Et évidemment, on connaît le mal que peuvent faire les addictions à toutes les drogues. Donc voilà, il continue sur ce sujet. Je vous lis encore quelques phrases. On voudrait nous faire croire que la légalisation de la drogue fait baisser la consommation. C'est le contraire. En France, 23% des 18-24 ans sont des consommateurs. Au Canada, 38% depuis la légalisation. Moi, j'ai même vu 40% depuis que le livre a été écrit. Parce que je crois qu'ils ont légalisé le cannabis depuis 2 ou 3 ans. Tout le Canada en entier. Enfin, on allègue que la consommation de cannabis serait moins nocive que le tabac et l'alcool. Comparé à celle du tabac, la combustion du cannabis génère 5 à 7 fois plus d'oxyde de carbone. La consommation de cannabis multiplie les accidents vasculaires cérébraux. Elle provoque de nombreux troubles cognitifs. Elle perturbe les fonctions cérébrales. Son addiction incline souvent à la recherche de drogues plus dures, comme la cocaïne. Elle génère une jeunesse déclassée, une armée de zombies. Sur cette question grave des stupéfiants, la classe politique n'ose pas livrer bataille, alors qu'il faudrait déclarer la guerre aux narcotrafiquants, c'est-à-dire fermer les frontières, couper les chaînes d'approvisionnement, pratiquer la politique du tarissement et du sevrage, envoyer l'armée chercher les kalachnikovs dans les caves, et enfin se doter d'un arsenal préventif et répressif qui mette fin au message d'impunité. On ne fait rien de tout ça. C'est vrai qu'on ne fait pas grand-chose. Je rejoins entièrement, d'après ce que je peux voir, je peux suivre. C'est un sujet qui m'intéresse. Il ne se passe pas grand-chose. On fait de temps en temps une petite saisie. Je ne dis pas, les douanes font leur travail. La police qui travaille sur le narcotrafic fait évidemment son travail. Mais sans volonté politique derrière, on ne peut pas endiguer le problème. Sans volonté sociétale globale non plus. Il y a un laisser-aller généralisé. On glisse petit à petit vers le modèle américain. On entend ça depuis tout temps. Les Américains sont en avance de 10 à 20 ans sur nous. Effectivement, on a un modèle effrayant aux États-Unis. Et moi, j'aime beaucoup les États-Unis. Pour leurs grands espaces, pour leur géographie, leur géologie avant leur société, mais j'aime aussi certains aspects de la société américaine. La liberté de parole, voilà, ça c'est extrêmement important. Certains Américains qui ont l'amour de la patrie chevillé au corps, mais il y a des dérives incroyables, et la drogue en fait partie, c'est terrible. Donc voilà, De Villiers insiste beaucoup là-dessus, et je pense qu'il a raison. Je vais conclure avec cette analyse, en revenant au tout début de ma vidéo, et en parlant d'une solution que nous évoque Philippe de Villiers pour redresser la France. Encore une fois, c'est un homme ancré dans une tradition française, dans le plus pur style français d'avant la Révolution. C'est un homme croyant. Et il va nous parler de solutions. Je vous lis un petit passage qui représente une toute petite partie de son analyse, mais qui en dit long sur la manière dont il pense. Voilà globalement comment il nous dépeint les solutions à trouver. Évidemment, il n'est pas du tout optimiste. Je le cite. « Il n'y aura plus d'asile, plus de recoins, plus de refuges, il parle de la France. Plus de réduits ou abrités des vies neutres. En contrepartie, cela signifie qu'une génération de survivants combattants va poindre. Elle dessinera et tiendra des isolats, des sissiparités de l'espèce française. Très bientôt, elle va se lever. Ou plutôt, se croiser. Croiser au sens de croisade. Des jeunes gens se croiseront pour la pérennité française, comme leurs ancêtres se sont croisés pour Jérusalem. Ils se croiseront pour que la France demeure la France, et qu'elle retrouve la mémoire vivante du dépôt millénaire. Si je devais retenir une seule leçon de toute ma vie, pour la laisser en partage à la jeunesse à venir, je n'hésiterai pas une seconde. Le fait de se savoir minoritaire n'est un obstacle que d'apparence. La minorité, c'est l'avant-garde. Ce sont les minorités qui font l'histoire. Les minorités à venir seront composées de réchappés, de rescapés de la science et des nouvelles convenances médicales. Ils dormiront l'œil ouvert, pratiquant la survie. Ils en adopteront les réflexes, la culture.
Ils projetteront leur ADN sur le pays tout entier. Les morts-vivants du système seront balayés par le feu ardent et la pureté cristalline des nouvelles intentions françaises de ces esprits rétifs, débarrassés des peurs bourgeoises et censitaires. Alors, j'arrête là parce qu'il nous développe encore le sujet. Il nous parle d'une jeunesse chrétienne qui est là, dans l'ombre, qui va sûrement se lever, qui va se croiser, comme les croisés. Hein. Alors on peut imaginer des nouveaux Templiers. Moi je serais même allé jusque-là, il ne va pas jusque-là, Philippe de Villiers. J'aurais avancé l'hypothèse qu'une milice templière, c'est-à-dire de moines soldats, là on serait plutôt avec des croyants soldats, cette milice va se lever, va se croiser, comme il le dit, c'est les mots qu'il emploie, hein, ce ne sont pas les miens, et va prendre les armes pour bouter globalement, comme Jeanne d'Arc a bouté les Anglais hors de France, va bouter l'envahisseur du moment hors de France. Va rétablir la société telle que nous l'avons connue et telle qu'elle devrait être. Alors ça, c'est mon gros point de discussion avec Philippe de Villiers, puisque comme je ne suis pas un athée, pour rien, pardon, et que je ne suis pas du tout croyant, pas la moindre once de croyance en moi, évidemment j'ai du mal à adhérer à la thèse du croyant qui va se lever et qui va sauver la France. Je ne dis pas, c'est très discutable, je ne ferai pas cette conversation, cette discussion-là, c'est une conversation intéressante, je ne la ferai pas ici, en tout cas pas dans cette vidéo. Est-ce qu'on a besoin d'une religion pour sauver une civilisation, même simplement pour la mener? On a des exemples qui nous le prouvent. Effectivement, la civilisation musulmane, arabo-musulmane, est puissante de sa croyance religieuse. La civilisation judaïque, plus proche de nous, est forte de sa croyance religieuse. Les hindous sont forts de leur croyance. Les bouddhistes, dans une croyance différente, sont également forts de leur croyance. Les chrétiens l'ont été, c'est évident. Est-ce que les chrétiens le seront encore, avec une déchristianisation aussi massive dans les mœurs autant que dans les esprits en France? J'ai du mal à y croire. D'autant plus que les chrétiens et les catholiques plutôt, sont extrêmement divisés. Les chrétiens sont déjà divisés, mais les catholiques sont extrêmement divisés. Il y a les adeptes du pape François, le pape wokiste presque, qui est pour finalement presque le remplacement de la chrétienté par d'autres religions. Vu les propos farfelus qu'il a développés pendant son siège de pape, c'est très discutable, donc il y a beaucoup de gens qui le soutiennent. Je ne doute pas qu'il y ait beaucoup de chrétiens qui ne se soient pas reconnus dans le pape François et qui attendent autre chose. Mais toujours est-il que c'est compliqué de se dire on va être sauvé par des chrétiens. Globalement, il n'y a pas une messe où on n'entend pas parler des migrants. Alors c'est le discours officiel, c'est peut-être pas celui de tous les croyants, mais globalement c'est comme ça. Moi je vais pas à la messe, mais je l'entends de temps en temps. Ou par curiosité, j'écoute. Il faut toujours écouter, donc j'écoute des messes. Voilà, je mens, je suis allé à une messe de minuit il y a quelques temps, il n'y a pas longtemps, mais je vous assure, c'est sans aucune connotation religieuse. Il y avait un concert. Moi j'aime bien les concerts, j'aime bien la musique, il y avait du classique. Donc il y avait de musique classique. Donc j'ai écouté, c'était très sympa, des amateurs qui se lancent dans la musique classique, c'était vraiment agréable. Et j'ai écouté quelques minutes simplement du prêtre africain qui était en place et qui a parlé des migrants. Bon. Il n'a pas besoin d'être africain, hein. N'importe quel prêtre aujourd'hui, la plupart en tout cas parlent des migrants dans leur messe. Donc on n'a pas l'impression qu'on peut avoir confiance en ces gens. Le peuple croyant, c'est peut-être autre chose. Toujours est-il que j'aurais bien aimé que Philippe de Villiers nous avance d'autres solutions, une solution plutôt neutre, à la Éric Zemmour, qui ne nous parle pas sans cesse de religion, même si lui a fait quelques passerelles entre le monde chrétien et sa politique, mais voilà, il a saupoudré son passage politique et ses envies politiques de chrétienté, parce qu'il a du bon sens, parce qu'il sait bien qu'effectivement on est issu d'un pays, d'une civilisation catholique et que ça a son importance dans les mœurs, dans les fondements de la société. Toujours est-il que j'aimerais bien qu'on se débarrasse de tout ça, ce serait mieux, même si je ne suis pas certain que ce soit possible, comme je disais tout à l'heure, c'est un autre débat. Voilà, écoutez, j'en ai terminé. Je dois dire que moi, je n'ai pas appris grand-chose dans le livre de Villiers, sans doute parce que je suis trop au courant de tous ces sujets.
Je les ai beaucoup entendus, je les ai beaucoup lus, et finalement, tout ce qu'a pu dire Philippe de Villiers, à quelques exceptions près qui relèvent de l'anecdote, je le savais, c'était ancré en moi. Par contre, le livre se lit bien, puisqu'il est vraiment très bien écrit, il est agréable à lire. Quand cette thématique nous tient à cœur de la survivance de la France, de cette lutte contre le wokisme, contre une islamisation rampante qui se répand partout, eh bien finalement on y trouve quelque chose. Maintenant, je ne doute pas que le livre soit un succès. Parce que De Villiers a une personnalité, il est médiatisé, il parle bien, et je trouve je pense qu'il y a un écho évidemment important auprès de la population. Donc je pense, j'ai pas vérifié, mais je pense que c'est déjà un succès de librairie depuis quelques mois qu'il est sorti. Si vous êtes comme moi et que vous connaissez le sujet, franchement, c'est pas la peine de le lire. C'est pas que ce sera une perte de temps, mais on a d'autres choses à lire. Lire, ça prend du temps, c'est un investissement. Et si vraiment vous connaissez tout le sujet, je suis pas sûr que ça vous apporte grand-chose. Maintenant, si vous voulez découvrir certains aspects, que vous voulez approfondir certains aspects, ce que vous n'avez pas le temps dans votre vie de tous les jours, oui, ça peut être un très 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 bon moment de lecture. Voilà, je vous laisse pour cette chronique, et je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique littéraire.